On plonge aujourd'hui au cœur de la crise haïtienne, un système qui s'effondre littéralement, laissant un peuple entier dans l'incertitude. On va décortiquer les racines de cet effondrement et suivre le parcours de celles et ceux qui tentent désespérément de s'en sortir. Pour commencer, un chiffre. Un seul, 1,3 million. C'est un chiffre qui donne le vertige, hein. Et derrière ce nombre, il y a une tragédie humaine absolument immense. Alors, 1,3 million, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas à cause d'un tremblement de terre, non, ni d'un ouragan. C'est le nombre de personnes, d'Haïtiens, qui ont été forcés de fuir leur maison à cause de la violence. Une violence qui n'arrête jamais. Et le pire dans tout ça, vraiment le plus terrible, c'est que la moitié de ces personnes déplacées, ce sont des enfants. Mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui peut bien pousser quelqu'un à tout abandonner, à risquer sa vie, celle de sa famille? Pour avoir un début de réponse, il faut regarder ce qui se passe sur place en Haïti. Et ce qu'on voit, c'est un État en plein effondrement. Essayez d'imaginer ça une seconde. Une capitale où le gouvernement, il ne contrôle plus que 15% du territoire. Ce n'est pas de la fiction, c'est la réalité de Port-au-Prince aujourd'hui. Les 85% restants, c'est le territoire de près de 300 gangs armés. Il y faut régner la terreur en toute impunité. Et bien sûr, quand les gangs prennent le contrôle, c'est tout le reste qui s'écroule. C'est un effet domino. Les hôpitaux ferment leurs portes, les écoles deviennent des cibles, l'accès à l'eau potable, à l'électricité, tout ça devient un luxe. On parle vraiment d'un effondrement total des services les plus essentiels, et la population, elle est livrée à elle-même. Et dans ce chaos, qui sont les premières victimes? Comme trop souvent, ce sont les enfants. Un autre chiffre qui fait froid dans le dos, 3,3 millions. C'est le nombre d'enfants qui, aujourd'hui, dépendent de l'aide humanitaire. Pas pour vivre, hein, pour survivre. Mais la tragédie ne s'arrête pas là. Ce qui est peut-être encore plus terrible, c'est que les enfants ne sont pas juste des victimes. Ils sont pris en étau entre la faim et la violence, et beaucoup finissent par être recrutés par les gangs. Imaginez ce dilemme. C'est un choix qui n'en est pas un choix désespéré pour avoir de quoi manger, un peu d'argent, ou juste une illusion de sécurité. Alors face à ça, que faire? Pour des centaines de milliers d'Haïtiens, il ne reste qu'une seule option. Partir, fuir, s'engager dans un voyage extrêmement dangereux vers l'inconnu, un voyage où l'exploitation guette à chaque étape. Et ce voyage, il prend des formes terrifiantes, que ce soit sur des bateaux de fortune, en pleine mer, ou en traversant à pied des jungles infernales comme le bouchon du Darien. Dans tous les cas, c'est un périple où l'on est complètement à la merci des passeurs et des criminels. Justement, le Darien, regardons les chiffres. En 2024, c'était une route migratoire majeure. Mais voilà, début 2025, le nombre de traversées s'effondre. Une chute de 98%. C'est spectaculaire. Alors, est-ce que la situation s'est améliorée en Haïti? Absolument pas. La raison, il faut la chercher ailleurs, dans un changement radical de politique à l'étranger. Pourtant, au milieu de tout ça, pendant un temps, il y a eu une lueur d'espoir. Une autre voie s'est ouverte. Une voie légale, cette fois, qui était une véritable bouée de sauvetage pour des milliers de gens. Ce programme, c'était le CHNV. Le principe était assez simple en fait. Si une personne venait de Cuba, d'Haïti, du Nicaragua ou du Venezuela et qu'elle avait un parrain financier aux États-Unis, elle pouvait obtenir un visa pour y rester et y travailler légalement, pour une durée de 2 ans. Et ça a marché, hein. Lancé en janvier 2023, le succès a été quasi immédiat. Fin 2024, on parlait de plus d'un demi-million de personnes qui en avaient bénéficié, dont plus de 211 000 Haïtiens. Mais en janvier 2025, arrêt brutal. Tout s'arrête. Et puis, coup de grâce en avril. La libération conditionnelle est révoquée pour tout le monde. Imaginez le cas. Cette porte, qui s'était à peine entr'ouverte, s'est donc refermée, violemment. Et pour toutes les personnes qui avaient tout misé sur ce programme, la fin de cette bouée de sauvetage a déclenché une nouvelle crise. On parle de plus de 530 000 personnes, dont 211 000 Haïtiens. Des gens qui avaient suivi les règles, qui étaient arrivés en toute légalité et qui, du jour au lendemain, se retrouvent dans une précarité totale. La réaction des défenseurs des droits humains a été très forte. Cette citation de Guerline Joseph de la Haitian Bridge Alliance résume tout. Ce n'est pas une politique, c'est une punition. Ils ont parlé d'une décision cruelle qui ne laisse absolument aucun recours légal à des familles qui, je le répète, avaient respecté toutes les règles du jeu. Et concrètement, ça veut dire quoi? Le résultat, c'est que des centaines de milliers de personnes se retrouvent piégées. Plus de statut légal, plus de permis de travail, donc le chômage et la menace constante de se faire expulser. Et évidemment, les conséquences de ce revirement politique ne s'arrêtent pas aux frontières américaines. C'est une véritable onde de choc qui se propage et qui met une pression énorme sur les pays voisins et sur Haïti elle-même.
Regardons par exemple du côté du Canada. Si les tendances actuelles continuent, le Québec pourrait voir arriver près de 39 000 demandeurs d'asile haïtiens. Maintenant, mettons ça en perspective. La capacité d'accueil prévue de la province pour tous les réfugiés du monde entier, c'est 7 200 places. Le calcul est vite fait, l'écart est gigantesque. Mais l'impact le plus direct, le plus violent peut-être, c'est pour Haïti. 21,4%. Qu'est-ce que c'est que ce chiffre? Eh bien, c'est tout simplement la part des envois de fonds de la diaspora dans l'économie du pays. Oui, plus d'un cinquième du PIB d'Haïti. Cet argent envoyé par les Haïtiens qui vivent à l'étranger, ce n'est pas juste un petit plus pour les familles. C'est une perfusion vitale, un pilier qui soutient toute l'économie. Si on coupe ça, le risque d'un effondrement total du pays devient encore plus réel. Tout ça nous amène finalement à une question fondamentale. Quand un pays s'effondre comme ça, quand toutes les portes de sortie se ferment les unes après les autres, quel est le rôle du reste du monde? Quelle est notre responsabilité collective? Il n'y a pas de réponse facile, bien sûr, mais c'est une question qu'on ne peut plus se permettre d'ignorer.